Bonjour, donc première vidéo consacrée au tableur de la suite bureautique de Microsoft, c'est-à-dire Excel. Alors les tableurs sont des logiciels qui sont apparus il y a longtemps maintenant et qui au fil des ans se sont enrichis de beaucoup de fonctionnalités, au point de devenir des logiciels qui sont aujourd'hui très riches, qu'on perçoit parfois comme un peu complexes, qu'il est malaisé de définir. On peut peut-être simplement dire qu'un tableur, c'est un logiciel qui permet de mémoriser des données, de nature très différente. Alors on pense aux données numériques, hein, dès qu'on parle de tableur, mais il peut s'agir également de données texte, de dates, de montants financiers, etc. Donc il permet de mémoriser, de mettre en forme ces données, de réaliser des traitements ou des calculs complémentaires sur ces données, qui permet de les agréger, qui dispose de fonctionnalités qui permettent de les analyser pour en tirer des informations complémentaires et qui ne sont pas perceptibles par une simple observation, et enfin qui permet de les représenter sous des formes variées, en particulier sous des formes graphiques et même cartographiques. Alors on peut aussi peut-être définir un tableur au travers des objets qu'il manipule. Les fichiers que vous stockez sur votre ordinateur et qui peuvent être créés ou modifiés par Excel sont appelés des classeurs, par analogie avec les classeurs physiques dans lesquels on pouvait ranger plusieurs dossiers papier. Ces classeurs sont constitués de plusieurs feuilles de calcul et vous avez sous les yeux l'exemple de classeur que nous allons utiliser dans l'exercice qui va suivre, donc qui est constitué, vous le voyez en bas, de deux feuilles de calcul entre lesquelles je peux basculer, et le petit signe plus à côté me permet éventuellement de créer d'autres feuilles de calcul si j'en ai besoin. Chaque feuille de calcul est composée de cellules, ce sont chacun des petits rectangles que vous voyez sur la feuille. Une cellule se situe à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Alors les lignes, vous le voyez, sont identifiées dans Excel par un nombre, et les colonnes sont identifiées par une lettre ou un groupe de lettres lorsqu'on dépasse les capacités de l'alphabet. Et donc une cellule est simplement identifiée par le numéro de la ligne dans laquelle elle se trouve et le numéro de la colonne. Par exemple, ici, nous sommes sur la cellule D3, ici, nous sommes sur la cellule F5, par exemple, H3, etc. Ces cellules, selon l'utilisation qui en est faite, peuvent être, à mon sens, rangées dans trois catégories. Les cellules statiques, tout d'abord, qui contiennent une information qui n'a pas vocation à être modifiée. Par exemple, un titre de la feuille de calcul que vous pourriez faire apparaître dans les cellules du haut. Par exemple, sur les trois petites tables qui sont là, les entêtes de colonne, sont des informations qui ne sont pas supposées être modifiées. On peut définir une deuxième catégorie avec les cellules dites variables, qui contiennent elles aussi des informations, mais qui peuvent être modifiées, qui le sont généralement. Ici, par exemple, vous voyez, vous avez trois petites tables avec des prix des tarifs de restaurant, hein, c'est l'exercice que nous ferons tout à l'heure, des prix d'entrée, plat et dessert. Les prix, par exemple, peuvent évoluer dans le temps. Et enfin, il y a un troisième type de cellules qu'on peut définir, à mon sens, sont les cellules calculées, c'est-à-dire celles dont le contenu est calculé automatiquement par Excel à partir d'informations comme le contenu d'autres cellules ou d'informations plus générales comme la date du jour, par exemple. Et ce calcul, ce traitement est fait selon des modalités que vous aurez vous-même définies lorsque vous aurez conçu votre feuille de calcul. C'est ce que nous verrons dans l'exemple qui va suivre. Que peut-on faire à partir de ces feuilles de calcul? Alors il existe des feuilles de calcul type que l'on rencontre assez souvent. Donc je vous en ai mis ici quelques exemples. Alors le premier exemple en haut à gauche, c'est une feuille de calcul de type calculatrice ou formulaire, on utilise ces termes-là. C'est-à-dire que certaines cellules correspondent à des informations qui doivent être rentrées par l'utilisateur de la feuille de calcul, qui correspondent ici au choix fait par un client dans un restaurant. Toutes les autres cellules sont calculées, permettent de dresser la facture du client. C'est le feuille de calcul probablement le plus simple, c'est celle que nous allons voir dans l'exercice qui va suivre. L'exemple du milieu, alors c'est juste un exemple pour une variété de feuilles de calcul très importantes qu'il faut intervenir des dates. Donc, il peut s'agir d'emploi du temps, de planning, de calendrier, d'agenda, etc., qui permettent par exemple ici d'enregistrer les consommations d'un certain nombre de salariés d'une entreprise. Je passe sur celui qui est tout à droite et j'y reviendrai. Celui qui est en bas à gauche, c'est une feuille de calcul de type base de données. C'est le nom qui est souvent utilisé par les utilisateurs d'Excel. Alors, il ne s'agit pas d'une base de données stricto sensu, en tout cas pas avec le terme technique que l'on donne
la signification technique que l'on donne au terme en général, mais disons que les données y sont présentées comme elles le sont dans les tables des véritables bases de données. La ligne en tête donne les noms des champs, et chaque ligne correspond à une occurrence de données dans votre base, si je puis dire. Ici, ce sont des ventes, donc vous voyez que sur chaque ligne, on a la date de la vente, le produit vendu, le lieu, le commercial, la quantité, etc. C'est ce type de feuille, c'est pour ce type de feuille qu'Excel offre un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de faire de l'analyse de données, en agrégeant ces données et en tirant des informations utiles pour établir des tableaux de bord comme celui que vous voyez en haut à droite. Donc ce sont les exemples de feuilles de calcul que l'on rencontre le plus souvent, mais ensuite vous pouvez utiliser Excel pour faire tout ce que votre imagination peut vous amener à faire. Et ici par exemple, j'ai l'exemple qui est ici, c'est la représentation d'un arbre généalogique en utilisant Excel. Bon, alors Excel n'est pas le logiciel le mieux placé pour ce type de gestion, mais bon voilà, c'est simplement un exemple pour vous montrer que les utilisations possibles sont, à mon sens, infinies. Donc je vous propose maintenant de réaliser un exercice simple. Il s'agit d'une feuille de calcul de type formulaire qui va nous permettre de construire la facture du client d'un restaurant. Donc nous allons commencer par un peu de mise en forme, ce qui va nous permettre de passer en revue quelques fonctionnalités assez simples d'Excel. Donc une première possibilité qui consiste à fusionner plusieurs cellules, ce que nous allons faire pour donner un titre à notre feuille. Donc facture repas. Les largeurs et hauteurs des cellules sont modifiables très facilement en vous positionnant au niveau des en-têtes de lignes de colonnes et graphiquement en tirant simplement. Donc là, on va à peu près doubler la hauteur de cette ligne. Vous pouvez ensuite, grâce à ces boutons d'alignement, centrer ou le texte, le placer à droite, à gauche, etc. Les fonctionnalités de police vous permettent de jouer sur la taille du texte, la police de caractère utilisée, un peu de mise en forme comme le fait de mettre le texte en gras, en italique, etc. Donc ici, nous l'agrandissons. Alors, nous allons peut-être choisir une autre police, Broadway par exemple. Voilà. Pour rendre la feuille un peu plus vivante, il est possible d'y insérer un certain nombre d'objets, en particulier des images. Nous allons utiliser la bibliothèque d'icônes que Excel met à votre disposition. Alors, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui concernent justement la restauration. Voilà, nous allons prendre celui-ci. Très bien. Nous pouvons modifier la taille, le déplacer. Voilà, on va le placer à peu près comme ça. Alors ensuite, nous allons décrire quelques cellules statiques. Donc ici, je vais fusionner ces 3 colonnes de la même manière. Ici, je vais en fusionner 4. Donc voilà pour les cellules statiques. Maintenant, un petit peu de mise en forme. Alors il y a un certain nombre de lignes dont je voudrais diminuer la hauteur. Voilà, donc il suffit de les sélectionner en utilisant la touche CTRL pour pouvoir sélectionner des lignes qui ne sont pas contiguës. Et ensuite, il suffit de modifier la hauteur de l'une quelconque de ces lignes pour modifier les hauteurs de toutes. Voilà. Autre fonctionnalité de mise en page, la possibilité de décrire des bordures particulières pour les cellules. Donc pour ça, vous avez ici un certain nombre de choix standards, mais si vous voulez avoir davantage de fonctionnalités, vous pouvez ouvrir cette fenêtre. Alors nous allons par exemple prendre une bordure assez épaisse en la mettant en utilisant ce gris-là, par exemple, pour décrire le contour de ce groupe de cellules. On va faire la même chose ici. Alors si vous voulez refaire la même opération que celle que vous venez de faire, il suffit d'appuyer sur F4 et vous avez exactement la même chose. Ensuite, on va modifier la couleur de fond de certaines de ces cellules. Donc on va prendre un gris un petit peu plus clair. Alors non, là je suis sur la couleur de texte, pardon. Donc on va prendre celui-ci ou celui-ci par exemple, voilà. Et ensuite on va utiliser la touche F4 pour réaliser la même opération sur toutes ces cellules-ci. Quelques-uns de ces textes en gras,
celui-ci. Voilà. Alors ensuite, on va, pour certaines cellules, modifier l'alignement du texte. Pour toutes celles-ci, il suffit de les sélectionner là aussi en utilisant la touche contrôle entre les sélections. Voilà. On va faire la même chose pour service et pour TVA. Alors, quelques valeurs qu'on pourrait qualifier de semi-statiques, si vous voulez. Donc, d'abord, le service. Alors, c'est un pourcentage ici. On va entrer 15%, donc deux manières de faire. Soit on rentre 0,15. Et ensuite, on indique ici qu'on souhaite que cette donnée apparaisse avec un format pourcentage et sans décimale. La TVA 20%, où on saisit directement 20%. Voilà, ça revient exactement au même. Pour les accoler aux deux libellés qui sont à côté, on va les cadrer à gauche. Voilà. D'autres cellules semi-statiques qui correspondent au prix des différentes boissons. Voilà, par exemple. Alors, même chose que pour les pourcentages. Ces valeurs numériques, on veut qu'il apparaisse clairement que ce sont des montants financiers, donc on peut le faire ici, par exemple, en enlevant les décimales. Voilà. Alors, les cellules variables maintenant, c'est-à-dire les cellules dans lesquelles l'utilisateur de la feuille de calcul va entrer les choix du client, c'est-à-dire ici l'entrée choisie, le plat choisi, le dessert choisi, et ici les quantités de boissons. Il est possible de contrôler ce qui est entré dans ces cellules-là pour que les données entrées soient conformes à ce qu'on attend. C'est-à-dire ici, pour les quantités de boissons, par exemple, c'est une valeur entière positive que l'on souhaite avoir. Donc pour cela, je les saisis, je les sélectionne, pardon, toutes les quatre, et dans le ruban Données, validation des données, cette fonctionnalité me permet de contrôler quelles sont les informations qui vont être saisies. Alors, on peut autoriser tout, c'est l'option par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrôle particulier qui sera effectué, et vous voyez qu'on a un certain nombre de choix possibles, un nombre entier, décimal, date, etc. Nous, ici, ce qu'on souhaite, c'est un nombre entier, alors il est nécessaire de donner une condition supplémentaire, supérieure à 0, ça nous va très bien. Donc voilà le contrôle qui est fait dans ce premier tableau. Vous avez deux autres onglets qui vous permettent de saisir un message d'information. Vous allez voir immédiatement comment c'est utilisé. Donc, information. Et là, veuillez entrer, par exemple, une valeur numérique positive. Et enfin, sur le dernier, vous avez le message. Vous pouvez personnaliser le message d'erreur. La donnée entrée n'est pas numérique positive, bon, par exemple. Voilà. Vous voyez maintenant qu'il suffit de passer sur une cellule, de la sélectionner pour que le message d'information veuillez entrer une valeur numérique positive apparaisse ici. Alors vous allez voir que si par exemple je rentre une lettre, la donnée entrée n'est pas numérique positive. On va essayer. Si je rentre une valeur négative, je devrais avoir la même chose. Voilà. Et par contre, si je rentre une valeur positive, ça se passe bien. Sur les zones entrée, plat et dessert, là aussi, on va contrôler la donnée, mais sous une forme un peu différente. On souhaite que pour le choix de l'entrée, par exemple, la valeur entrée par l'utilisateur n'est pas à l'entrée en toutes lettres, mais sélectionne dans une liste. Et la liste, on va utiliser les petits tableaux qui sont en bas pour l'alimenter. Ce qui, d'abord, facilite le travail de saisie et ensuite évite une erreur. Pour cela, donc je prends mon premier champ entrée, validation des données, à nouveau, validation de données. Et dans le premier onglet options, ce que je vais dire, c'est que je vais autoriser une saisie à partir d'une liste de valeurs. Et ma source, il suffit de sélectionner les cellules qui contiennent les données autorisées. Bon, message de saisie et message d'alerte, on pourrait faire la même chose que tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire, c'est pas la peine, hein, ce serait exactement de la même... Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que pour sélectionner une entrée, voilà, les valeurs apparaissent. Charcuterie, par exemple, ou bien aucune valeur particulière. Même opération pour le plat. Liste, mais par contre, les valeurs possibles sont ici.
OK. Et on fait la même chose pour le dessert. Voilà, et donc vous voyez maintenant que pour les entrées, plat et dessert, il suffit de sélectionner une valeur dans une liste. Très bien. Passons maintenant aux cellules calculées. Donc nous allons commencer par celles qui correspondent aux boissons. Vous voyez que là, le montant hors taxe, ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit calculé en prenant la quantité commandée par l'utilisateur, que multiplie le prix unitaire, pour obtenir le montant hors taxe. Enfin, il s'agit des cellules calculées les plus simples, où on va faire appel aux opérateurs arithmétiques. Simplement, donc vous allez voir, ça se rentre exactement comme on le rentrerait sur une calculette. Donc, lorsque vous voulez indiquer qu'une cellule est calculée, on commence par le signe égal. Et ensuite, il suffit de sélectionner les cellules entre lesquelles on veut réaliser un calcul. Donc ici, celle-ci qui correspond à la quantité que multiplie, dans le caractère étoile, le prix unitaire. Voilà, je crois d'ailleurs qu'il a automatiquement deviné que c'était un format financier, puisqu'on multipliait par une valeur qui était elle-même dans un format financier. Vous voyez que si par exemple ici maintenant je rentre 2 quarts de vin, voilà, le montant hors taxe est de 8, j'annule. Donc ensuite exactement la même chose pour les autres boissons, égale la quantité que multiplie le prix unitaire. Même chose ici, égale. Et enfin le café pour terminer. Voilà, mes 4 montants hors taxes pour les boissons sont maintenant calculés. On souhaite un total ici, donc il suffit d'additionner les 4 valeurs qui sont là. On peut faire de la même manière en utilisant les opérateurs arithmétiques. C'est le plus simple. Dans cette cellule, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Voilà. Si par exemple, vous allez voir, je mets 2 quarts de vin et un café. Voilà, 8 et 2, 10. On peut observer la chose suivante pour ces cellules calculées. Si vous sélectionnez la cellule elle-même, vous voyez le résultat du calcul dans la cellule. Mais si vous regardez dans la barre de formule, enfin ce qu'on appelle la barre de formule en haut, ce que vous voyez, c'est le détail de la formule qui a permis de calculer ce montant-là. La même chose ici. Voilà. Alors, ces calculs sont simples à partir du moment où il faut simplement appel aux opérateurs. Pour des calculs un peu plus compliqués, on ne pourra pas le faire de cette manière-là. Il va falloir faire appel à ce que dans Excel, on appelle une fonction. Qui permettent, alors la bibliothèque de fonctions qu'offre Excel est gigantesque et permet de réaliser des calculs statistiques, mathématiques, enfin énormément de choses. Et par exemple ici, on pourrait plutôt qu'utiliser l'opérateur plus arithmétique à sélectionner tous les champs, passer par une formule. Donc si il se trouve qu'ici c'est la fonction somme, donc si vous la connaissez, vous la tapez directement, vous voyez qu'ici apparaissent toutes les fonctions qui commencent par les caractères que vous avez saisis. Vous sélectionnez somme, par exemple, et ici, vous avez une aide un peu minimaliste qui vous indique quels sont les paramètres que vous devez rentrer, que vous devez donner à cette fonction pour qu'elle puisse faire son calcul. Si vous ne savez pas comment elle s'appelle, vous pouvez passer par le bouton FX qui est ici, qui vous donne une assistance un peu plus importante. Alors, vous voulez faire une somme. Vous ne savez pas que... Vous ne connaissez pas le nom de la fonction de somme, donc vous voulez faire une addition, par exemple. Recherchez... Bon, alors là, il vous donne un certain nombre de fonctions qui sont supposées répondre à votre critère. Il ne propose pas la fonction somme, ce qui est un peu dommage. Bon, vous voyez, ce moteur de recherche n'est pas parfait. Si vous tapez somme, par contre, voilà, vous l'avez, c'est la première qui vous est proposée. Vous choisissez la fonction. Et là, un panneau apparaît d'aide qui vous indique quels sont les paramètres dont cette fonction a besoin. Dans chacun de ces paramètres, vous pouvez rentrer une cellule seule ou bien une plage de cellules. Et vous pouvez même faire la somme de plusieurs plages de cellules. Nous, ici, on veut la somme d'une plage de cellules qui correspond à celle-ci. Je la sélectionne. Et je fais OK. Et vous voyez, bien heureusement, le même résultat. Alors, pour la fonction somme, et vous voyez ici dans la barre de formule, la formule, donc fonction somme, avec comme paramètre la plage de cellules qui va de H7 à H13. Comme la fonction somme est quand même largement la fonction qui est le plus souvent utilisée, vous avez ici dans le ruban accueil une fonction somme automatique
qui permet de vous faire des sommes, mais pas seulement, qui permet aussi de faire le calcul d'une moyenne sur une plage de cellules, de faire un dénombrement du nombre de valeurs sur une plage de cellules données, valeur min, valeur max, etc. C'est une manière un peu plus rapide de rentrer une fonction somme. Alors, Excel essaye de deviner quelle est la plage de cellules dont vous voulez faire la somme. Quand il y a des cellules blanches entre des cellules vides, disons, entre les cellules dont vous voulez faire la somme, il a un peu de mal. Mais sinon, si les cellules sont contiguës, en général, il ne se trompe pas. Bon, là, il s'est trompé, en l'occurrence, puisque nous, c'est cette plage-là que nous voulons. Il suffit de la sélectionner, de faire entrer. Et ce que vous avez dans la barre de formule, c'est là exactement la même chose, la fonction somme. Donc c'est juste un raccourci qui vous permet de saisir plus facilement une somme. Voilà. Alors maintenant, un peu plus compliqué, pour les choix du repas. Ce que l'on souhaiterait, c'est que le montant hors taxe qui apparaît là dépende du choix qui a été fait par le client. Si le client il saisit salade, par exemple, on aimerait que le montant hors taxe qui apparaît ici, ce soit le montant qui est stocké dans cette petite table paramètre, c'est-à-dire le prix unitaire d'une salade, 4 € en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on souhaite alimenter cette table à partir de valeurs que l'on va trouver dans une autre table, à partir d'un critère qui va être ici le choix. Pour les gens qui savent manipuler un peu les bases de données, en fait, on va faire rien d'autre qu'une jointure entre ces deux tables, finalement. Alors pour ça, il y a une fonction qui est la fonction recherche V. Alors je vais vous montrer comment elle fonctionne. On va passer par le bouton FX pour avoir l'aide la plus importante. Voilà, recherche V, recherche verticale, hein, ça signifie. Alors voilà, là les paramètres sont un petit peu plus compliqués. Donc la valeur cherchée, c'est la valeur dans la table de départ, celle que je souhaite modifier, que je vais utiliser pour aller faire une recherche dans la deuxième table. Donc la valeur que je vais utiliser, c'est celle-ci. Deuxième paramètre, ce qu'Excel appelle la matrice, c'est-à-dire la deuxième table dans laquelle je vais aller faire ma recherche. C'est celle-ci. Le numéro d'index correspond au numéro de colonne dans la deuxième table qui correspond à l'information que je recherche. Moi, c'est la deuxième colonne, c'est le prix hors taxe. Donc, colonne numéro 2. Ici, alors il est possible d'utiliser la fonction recherche verticale pour faire des recherches approchantes. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, nous on veut une correspondance exacte, donc je vais indiquer faux, ici. OK. Et vous voyez que, comme je fais le choix de salade, le prix c'est 4 €. Mais si maintenant je choisis potage, voilà, vous voyez, ça passe à 3. Je vais faire la même chose pour plat et dessert. Recherche verticale. La valeur que je vais utiliser, c'est celle qui est ici. La table matrice, cette fois, c'est celle-ci. Le numéro d'index, c'est toujours la deuxième. Et ici, c'est toujours faux. Voilà. Alors, je reviendrai sur le... Là, il m'indique qu'il y a une erreur, mais on va y revenir tout de suite. Et enfin, même chose pour le troisième. Recherche verticale. La valeur, c'est pour le dessert, c'est celle-ci. La matrice, c'est celle-ci. Le numéro de colonne, c'est toujours le deuxième. Et ici, c'est toujours faux. Et là, comme je n'ai rien de sélectionné, je vais aussi avoir une erreur. Hein, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas la correspondance. Alors, on va voir tout de suite comment on peut améliorer ça. Mais vous voyez que si je fais un choix, par exemple pizza, 8 €. Et ici, par exemple, mousse au chocolat, 5 €. Alors ici, ce sont des montants financiers. Donc je vais modifier le format, comme nous l'avons fait, donc on peut le faire ici, par exemple. Monétaire. Et on n'a pas besoin de décimales. Voilà. Alors maintenant, revenons à l'erreur qui est ici. Si je sélectionne rien, je m'attendais à avoir 0. Bon, j'ai non applicable parce qu'en fait, les cellules ici sont vides. Une première manière très simple de faire pour plat, par exemple, ce serait de rajouter un espace ici. C'est-à-dire la cellule n'est plus vide, mais contient simplement un espace. Ce qui, pour nous, ne change pas grand-chose. Et voilà, si je la sélectionne, maintenant, j'ai bien 0, parce qu'entre deux cellules qui contiennent chacun la même chose, c'est-à-dire un espace, il fait bien la correspondance. Par contre, avec des cellules vides, il ne la fait pas. Autre manière de faire, peut-être un peu plus intéressante, c'est d'utiliser une autre fonction, qui s'appelle la fonction si-erreur. Je le rentre et je vous explique. Voilà. La fonction si-erreur
En premier paramètre, vous avez une formule de calcul qui peut soit retourner une valeur normale, soit retourner un code d'erreur si le calcul n'a pas pu être effectué. La fonction si-erreur va utiliser cette première fonction. Si le résultat est une valeur normale, on va afficher cette valeur-là. Si la formule qui est ici renvoie une erreur, alors on va afficher ce qu'on a indiqué en deuxième paramètre, c'est-à-dire ici blanc. Et donc si maintenant je saisis rien du tout, voilà, j'ai un blanc dans la cellule, vous voyez. Alors on peut faire la même chose pour les autres, c'est sans doute plus propre que... Donc, point virgule, second paramètre, double cote pour dire qu'en fait, c'est cellule vide, hein, simplement. Et le problème, c'est que j'ai toujours mon caractère blanc ici, donc que je supprime. Voilà. Voilà. Et maintenant, mes formules fonctionnent bien. Si je ne choisis rien, j'ai un vide ici. Alors pour les dernières cellules calculées, le montant, le total du repas est égal à la somme des trois cellules qui sont au-dessus, entrée, plat et dessert. On peut utiliser la somme automatique et sélectionner cette plage de cellules. Voilà, le fait qu'il y ait des cellules vides dans la plage ne pose pas de problème, elles sont simplement pas prises en compte dans le total de la somme. Le total hors taxe hors service est égal au total repas plus total boisson. Le service est égal au total hors taxe que multiplie le taux de service, c'est-à-dire 15%. La TVA, de la même manière, est égal au total hors taxe que multiplie le taux de TVA. Et enfin, le total TTC est égal à la somme des trois cellules qui sont au-dessus. On peut utiliser ici encore la somme automatique. Et voilà nos cellules calculées qui sont maintenant correctement alimentées. Pour finir, un peu de mise en forme, dont il n'est pas nécessaire de faire apparaître les tables paramètres, donc on peut les masquer. Il suffit pour ça de sélectionner les lignes correspondantes et par un clic droit de masquer ces lignes. Voilà, alors les tables paramètres sont toujours là, elles n'ont pas disparu, mais les lignes en question sont simplement masquées. Il est possible également de ne pas faire apparaître le quadrillage. Voilà. Ensuite, vous voyez qu'en l'état actuel de ce formulaire, il est possible de rentrer des informations dans toutes les cellules, y compris dans les cellules statiques et y compris dans les cellules calculées, où les formules ou les informations qui ont été rentrées pourraient être volontairement effacées par l'utilisateur de la feuille de calcul. Donc on fait confiance à ce dernier pour ne saisir des informations que dans les cellules qui ont été prévues pour ça. Alors on peut quand même l'y contraindre par sécurité, si vous voulez. Donc pour cela, il faut verrouiller la feuille de calcul, donc ça se fait dans l'onglet révision, je crois, voilà, protéger la feuille. Si vous cliquez sur cette option, vous pouvez entrer un mot de passe qui permettra ensuite de lever la protection, et vous avez un certain nombre d'options, bon, nous n'allons pas rentrer dans le détail. Si je verrouille la feuille, toutes les cellules, si je protège la feuille, toutes les cellules de la feuille sont par défaut verrouillées. S'il y a certaines cellules dans lesquelles je souhaite autoriser la saisie, il faut une action particulière au préalable. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, les cellules qu'il ne faut pas verrouiller, ce sont les 3 que je viens de sélectionner, et les 4 qui permettent de saisir les quantités de boissons. Voilà, ce sont ces cellules-là. Clic droit, format de cellule. Et ici, nous devons avoir un onglet protection. Voilà, vous voyez que les cellules sont verrouillées par défaut. Donc, je vais déverrouiller ces cellules-là. Et maintenant, je peux protéger la feuille de calcul. Alors les options, quand même la première, si cette option est cochée, il est quand même possible de sélectionner les cellules verrouillées, même si on ne peut rien saisir dedans. Bon, moi je m'entends qu'on ne puisse pas les sélectionner. OK. Et vous voyez qu'à partir de là, vous ne pouvez absolument rien faire dans les zones qui ne sont pas prévues pour ça. Si vous utilisez la touche tabulation, elle vous permet de passer d'une cellule où la saisie est autorisée à la suivante, etc. Voilà, donc notre formulaire est prêt à ce stade. Nous allons en rester là. On va juste l'utiliser sur quelques exemples.
exemple. Deux quarts de vin, très bien, un café, voilà, 36 €. Voilà une facture. Et à ce stade-là, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer cette facture. Alors, quelques mots sur l'impression pour terminer. Ça fait beaucoup de dernières choses, je suis désolé. Donc, je vais lever la protection. Je la remettrai ensuite, hein, mais concernant l'impression, la première chose que l'on peut faire, c'est définir une zone d'impression, c'est-à-dire définir la zone que l'on veut imprimer. Alors, je crois que c'est dans mise en page que l'on fait ça, zone d'impression, définir. Voilà. Et vous verrez qu'il y a un petit liseré qui marque la limite de la zone d'impression. Ensuite, il est possible de régler quelques paramètres en allant dans cette option ici, imprimer. Voilà, vous avez un aperçu de votre page et vous avez ici un certain nombre de fonctionnalités de mise en page que vous pouvez régler à ce niveau. L'orientation par exemple, bon ici le format paysage nous va très bien, on pourrait modifier les marges, il y a un certain nombre de paramètres de mise en page. Cette fenêtre permet de les modifier un peu plus finement. Une chose qu'on constate peut-être, c'est que les bandes blanches tout autour de la zone d'impression sont un petit peu larges, donc je peux agrandir la zone d'impression, on va mettre 130% par exemple. Voilà, et on a une mise en page qui est un peu plus agréable. Et puis bon, il y a d'autres paramètres de mise en page que vous pouvez modifier ici. On peut rajouter des en-têtes et pieds de page notamment. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans le détail de ces fonctionnalités, je vous laisse les explorer si cela vous intéresse. Voilà, donc à ce stade, notre formulaire est prêt. Je vous propose d'en rester là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et je vous souhaite bonne route jusqu'à la prochaine vidéo Exobureau.